Bonjour à tous et bienvenue donc pour ce nouveau thème d'économie qui va aujourd'hui être dédié à l'histoire de la crise financière actuelle, ce que l'on appelle communément la crise financière des subprimes. Alors tout d'abord, la crise est une crise finalement en trois temps. Alors quel est le principe de cette crise en trois temps? Le premier temps, ça va être une crise sur les marchés immobiliers. Puis cette crise sur les marchés immobiliers va se transférer du fait des montages des dossiers de financement de cet immobilier aux banques et à l'ensemble des banques de la planète quasiment. Et enfin, la crise des banques va se propager au niveau de l'économie réelle par un phénomène de credit crunch. Alors, tout d'abord, les origines de la crise. D'abord, le premier temps, c'est le boom de l'immobilier américain et les comportements à risque des banques notamment. Alors, on va voir comment ça s'est passé. Eh bien, pour soutenir l'activité américaine, ensuite, ça remonte en fait à la récession de 2000 qui s'est poursuivie par les attentats contre le World Trade Center en 2001. Donc il y a une récession quand même relativement marquée et il y a une politique d'argent pas cher qui se développe aux États-Unis. La Réserve fédérale américaine décide d'avoir une politique monétaire expansive, donc en limitant les taux d'intérêt pour faire repartir la machine économique américaine et faire repartir notamment un secteur très important du point de vue de la croissance économique qui est le secteur de l'immobilier. Donc depuis 2001, on a une sorte de dynamisme de l'immobilier. Les taux d'intérêt sont faibles, les crédits sont abondants, donc il y a des sources de financement et cela suffit pour entraîner une demande relativement importante, surtout que après 2001-2002, la puissance américaine va tourner, la machine américaine va tourner à plein régime et va générer de la croissance, donc du revenu supplémentaire qui va rendre ce marché de l'immobilier extrêmement solvable et extrêmement dynamique. Que se passe-t-il dans ce genre de cas? Eh bien, il y a des comportements, bien évidemment, qui sont spéculatifs et on va voir une augmentation des prix de l'immobilier extrêmement importante. Alors, arrivent les années 2006-2007 où le marché se tarit un petit peu, les prix sont très élevés. L'essentiel des Américains a mis déjà des billes dans l'immobilier. Il faut trouver de nouveaux crédits et de nouveaux acheteurs. Et là, les banques vont s'intéresser à des acheteurs à faible capacité de remboursement, ce qu'ils appellent d'une manière d'ailleurs assez dérisoire les ninjas, ninja qui veut dire no income, no job and no assets, ce qui veut dire, vous l'aurez compris, malgré mon accent, pas de revenus ou un revenu faible, pas de boulot fixe et pas d'actifs, c'est-à-dire pas de patrimoine. Donc une clientèle effectivement relativement vulnérable. Alors comment ces montages se font-ils? Comment des organismes financiers peuvent se permettre de prêter à ces gens-là pour maintenir la dynamique du marché? Eh bien, par le mécanisme des prêts hypothécaires, dits prêts subprimes parce qu'ils s'intéressent précisément à une catégorie de clients qui est relativement dégradée. Donc c'est ça que signifie le terme subprime, c'est que ce ne sont pas des crédits de première qualité, donc où potentiellement il y a un risque de solvabilité. Alors, ces prêts hypothécaires, donc ça veut dire quoi un prêt hypothécaire? Ça veut dire que, évidemment, le prêt est garanti par le bien immobilier. Quelle est l'idée derrière? C'est que, comme on a une augmentation des tarifs de l'immobilier, des prix de l'immobilier depuis plusieurs années, eh bien, la maison qui va être financée par le crédit va prendre de la valeur, et même s'il y a une défaillance de paiement, ce qui peut arriver parce que nous avons vendu à une clientèle qui était relativement peu solvable, eh bien, on pourra récupérer le bien qui aura pris de la valeur, et donc tout le monde retrouvera sa mise de fonds. Et d'ailleurs, l'emprunteur, eh bien, lui sera dépossédé de son bien, effectivement, mais il aura plus d'argent à rembourser, et donc ce sera une opération aussi blanche pour lui. Donc finalement, tout le monde a intérêt à ça. Alors, ces prêts hypothécaires sont à conditions particulières. Notamment, ils sont à taux d'intérêt variable, ce qui permet pour allécher le nouveau client d'offrir des taux d'intérêt extrêmement faibles, proches de zéro les premières années. D'abord parce que les taux d'intérêt aux États-Unis sont faibles à cette période-là, et puis ensuite il y a une affaire de promotion commerciale, si vous voulez, pour attirer de nouvelles clientèles. Et donc les taux d'intérêt les premières années sont très faibles, et voire parfois il n'y a pas de remboursement
de capital les premières années pour que les gens puissent augmenter leurs revenus avant de rembourser quoi que ce soit de sérieux. Donc voilà le type de prêt. Alors, les défaillances, évidemment, des emprunteurs, comme je vous l'ai dit, vont être généralement couvertes par l'augmentation des prix de l'immobilier. Alors, c'est d'autant plus tentant pour les banques de prêter à ce type de clientèle que finalement, il y a un mécanisme qui va se mettre en place et qui va être à l'origine, à première origine de la crise financière, c'est que nos banques vont titriser ces crédits immobiliers, c'est-à-dire les transformer en titres de créances négociables en fait, et ces titres qui vont être, je vais vous expliquer par la suite, repackagés, vont être vendus à l'ensemble des institutions bancaires ou des investisseurs à différents titres de placement d'ailleurs de trésorerie notamment. Donc à partir du moment où effectivement les banques sont en capacité de titriser ces créances et de les revendre dans le cadre de ce qu'on appelle les ABS, les Asset Backed Securities. On pourrait, c'est une sorte, encore une fois, en France, on parlerait plus volontiers de titres de créances négociables. Eh bien, elles vont s'en débarrasser. C'est-à-dire, elles vont le revendre ailleurs. Et en les revendant ailleurs, eh bien, ça correspond finalement à des engagements hors bilan, ces crédits accordés, puisqu'ils sont revendus. Et donc, les banques n'ont pas à avoir les fonds, une partie des fonds nécessaires en face, en réserve, ce qui, normalement, est la règle prudentielle minimale des organismes financiers. Quand on accorde un crédit, eh bien, effectivement, en face, on doit avoir des liquidités suffisantes pour pouvoir absorber les défaillances de remboursement des clients, le cas échéant. Mais là, pas du tout, parce qu'effectivement, les crédits, eh bien, on va les revendre à d'autres institutions financières ou non financières d'ailleurs, et donc ce sont des engagements hors bilan. Ce faisant, vous comprenez bien que le principe de la prudence et de la gestion du risque, eh bien, est devenu une préoccupation très mineure de la part de ces institutions financières. Pourquoi ? Eh bien, les risques, finalement, ils vont être en quelque sorte socialisés. On va les faire partager à ceux qui vont acheter ces titres de créance. Et donc, ce n'est plus la banque qui accorde le prêt qui va supporter le risque. Donc, elle est évidemment beaucoup moins regardante à qui elle accorde ces crédits. Alors, ces titres, c'est là aussi le mécanisme sophistiqué de la finance. Et comme on dit, généralement, les crises financières, elles sont provoquées par une innovation financière. Et l'innovation financière qui va effectivement causer la crise des subprimes, c'est ça. C'est d'une part la titrisation, donc ces fameux ABS, et puis le fait ensuite que ces titres vont être intégrés dans un pool d'autres créances, et on va constituer ce qu'on appelle des CDO, Collateralized Debt Obligation, et qui finalement est un mélange de créances d'origine différentes. Ça peut être du découvert sur carte bancaire de particuliers, par exemple. Ça peut être l'équivalent aux États-Unis de billets de trésorerie d'entreprise. Donc c'est un ensemble, si vous voulez, d'actifs qui vont être assemblés de manière très particulière à l'intérieur de ces CDO. On a aussi des crédits à la consommation, par exemple. Donc on a beaucoup de dettes à court terme qui va être titrisées avec les prêts, avec les crédits hypothécaires de l'immobilier américain. Alors, ensuite, on va vendre tout ceci à tous les intermédiaires financiers qui sont intéressés. Et ces titres sont faiblement liquides parce que, vu l'ensemble des créances qu'il y a dedans, on va construire des titres qui vont correspondre à tous les types de besoins des agents qui sont en situation de placer des fonds. Donc on va faire des crédits très risqués, donc très bien rémunérés. On va faire du crédit à plus ou moins longue échéance. On va faire du crédit moins risqué avec en mélangeant beaucoup de types de titres de créance, etc., etc. Donc on va construire pratiquement des produits sur mesure pour chaque type d'investisseur, donc pour chaque type de besoin, ce qui fait que, évidemment, le produit est faiblement liquide,
va faiblement s'échanger parce que il a été construit pour un investisseur et que lui, s'il le revend, il va pas forcément en face trouver l'investisseur qui a le même besoin que lui. Hein, donc ce sont des titres qui sont de plus relativement peu liquides. Bref, on en vend à tous les intermédiaires financiers et ces ventes sont encouragées d'ailleurs par les agences de notation. Hein, ça va être le précipiteur de la crise puisque il va y avoir des avis positifs de toutes les grandes agences de notation financière. Donc un triple A pour ces produits qui sont bien montés avec une faiblesse des risques derrière. Et tout le monde va en acheter. Quand je dis tout le monde, là intervient une troisième évolution du système financier mondial depuis 20 ou 30 ans, c'est la globalisation. Et donc, ces titres vont être cotés et vont être achetés donc par des banques étrangères, des banques européennes notamment. Ils vont être achetés aussi par des fonds de pension. Les fonds de pension vont placer beaucoup de trésorerie là-dedans. D'autant plus, d'ailleurs, en plus du fait qu'il y ait une notation favorable, qu'il y a possibilité d'assurer ces acquisitions, puisque les compagnies d'assurance proposent des produits pour cela. Donc ces obligations, ces CDO, vont être cotées sur les marchés financiers et c'est ce qui va les rendre extrêmement liquides.